Bonjour Eve, merci d'avoir accepté de participer au premier épisode de notre nouvelle série Mieux vivre avec une maladie chronique. Tu es diététicienne formée à la psychonutrition et à la diététique comportementale. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui. Bonjour Manon, merci de me recevoir. Je suis en effet diététicienne. Il faut savoir que c'est une reconversion professionnelle pour moi. J'ai d'abord exercé 10 ans dans l'édition vidéo. Et puis à l'issue de cette expérience professionnelle, je me suis reconvertie. J'ai passé le BTS diététique, dont je suis diplômée depuis 2015. Et depuis 2015, donc depuis 7 ans, je suis en perpétuelle formation. Et j'ai commencé avec un DU, donc diplôme universitaire de médecine de l'obésité, puis j'ai Ok, enchaîné avec, la psychologie et pédagogie du comportement alimentaire, qui m'a donné, la possibilité d'exercer en diététique comportementale et puis actuellement, je me spécialise dans la prise en charge de l'enfant et de l'adolescent et notamment des troubles des conduites alimentaires. ok. Bon, bravo pour tout ça. Tu pourras nous en dire plus un petit peu après. Aujourd'hui, tu exerces où? Alors, j'exerce pardon, de 2 façons. La première en libéral, en cabinet libéral, mais depuis, septembre, je suis exclusivement en visioconsultation. Avant, j'exerçais sur Colombes et pour les 2 tiers de la semaine, j'exerce en clinique psychiatrique, dans l'ouest parisien. Ok, donc Voilà. en collaboration aussi avec d'autres. Ah bah, là, je suis dans une clinique privée, Ouais, donc oui, au sein d'une équipe. ok, ça marche, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le profil des personnes que tu accompagnes au quotidien? Oui. Alors, dans les profils, donc je vais avoir, principalement des adultes, même si, de plus en plus, je reçois des enfants et puis des adolescents majoritairement, on va dire, rarement avant 8 ans. Hem, Au niveau des motifs de consultation, on va le dire Mmh. comme ça, la porte d'entrée est souvent, le poids, qu'il soit Ouais, en surpoids ou en sous-poids. Et après, on a des, pathologies associées, qui peuvent être des problématiques de maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, voilà, principalement et je dis et ou, mais maladies psychiatriques également. d'accord, et en fonction des personnes qui viennent te voir, donc même si c'est souvent lié par rapport, au poids, est-ce qu'elles ont, des problématiques ou des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien qui sont, un peu différentes, qui vont aussi peut-être orienter ton approche et ton accompagnement? Alors, finalement, on s'aperçoit que, le poids est la porte d'entrée. C'est rarement finalement, c'est un je vais pas dire que c'est le prétexte parce que, Mmh, c'est un prét ça peut être un prétexte lourd parfois, dans un sens mmh, comme dans l'autre. Mais la plupart du temps, le point commun entre toutes ces personnes, c'est la recherche de mieux vivre, de mieux être, de bien-être si possible. OK, et elles sont souvent, par exemple, enfin, est-ce qu'elles vont être accompagnées ou c'est une démarche, assez personnelle? Peut-être nous Ouais. en dire un peu plus sur la place aussi que peuvent avoir, les personnes qui sont autour et qui sont Alors, aidantes? ouais, alors, je pensais pas à ça dans ta question au départ. Je pensais que c'est soit les personnes arrivent toutes seules, elles ouvrent, elles Mmh, poussent la porte parce qu'elles ont conscience qu'elles ont un problème et elles cherchent de l'aide, soit elles sont orientées par un professionnel de santé, un autre professionnel de santé, la plupart du temps le médecin généraliste ou des spécialistes. mmh. Hem, Après, ce sont des personnes qui ne sont pas toujours entourées par rapport aux problématiques de poids notamment. Parfois, c'est, l'entourage est pas forcément bienveillant par rapport à Mmh. cette, prise ou cette perte de poids et ça peut, amener à consulter parce que c'est une vraie souffrance pour les personnes. Ouais. Donc j'imagine qu'elles, elles viennent vers toi aussi avec, enfin, une certaine appréhension parfois et que c'est pas toujours facile, de faire le premier pas. Non, effectivement, venir, Ouais. prendre rendez-vous, c'est relativement facile parce qu'on a des outils pour les prises de rendez-vous qui sont simples aujourd'hui. Mmh. Par contre, venir concrètement, physiquement et pousser la porte, c'est pas toujours simple. D'accord, Mmh. et par rapport à ces personnes justement qui sont en problématique, de sous-poids ou de surpoids, est-ce qu'il y en a aussi qui sont, enfin, liées à d'autres pathologies chroniques ou, est-ce que ça tu les accompagnes aussi sur d'autres, volets où la diététique peut jouer un rôle, Oui, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Mmh. sur les pathologies rencontrées, heu, chez les diabétiques notamment, les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de problématiques cardiovasculaires et dans les maladies psychiatriques aussi avec, il y a beaucoup de prises de poids qui sont constatées dans ces maladies-là comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie.
en lien avec l'état général du patient, mais aussi en lien parfois avec certains traitements. OK, ça marche. Du coup, face à tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous parler de ton approche justement? Comment toi Comment je tu procède. accompagnes? Ouais, comment tu Mmh. procèdes? Alors moi, le premier rendez-vous, c'est toujours un rendez-vous de connaissance, en fait, de prise de contact, qui dure d'ailleurs 1 heure en général, heu, dans lequel, je fais connaissance avec le patient, je lui pose des questions sur, sa vie, son style de vie. Alors c'est pas de la curiosité mal placée, mais c'est pour comprendre au mieux quel est le contexte de vie de la personne, que ce soit un contexte, personnel, familial, professionnel, médical. Mmh. Voilà, donc on fait le tour de tout ça. Souvent, on parle que assez tardivement de l'alimentation, mais j'ai besoin de mettre tout ça à plat pour bien connaître la personne. Et puis, à l'issue de ce premier rendez-vous, la plupart du temps, je vais proposer à la personne de faire une observation avec une notation de ses repas, de ses sensations alimentaires, de ses émotions associées, pour lui permettre un petit peu euh, de faire un état des lieux de ce que la personne vit, de ce qu'elle vit au quotidien et de cette relation qu'elle a à l'alimentation. Et après, par la suite, on va aller décortiquer un petit peu, enfin plus précisément ce qui a été noté pour voir quels sont les points à travailler réellement. Voilà. OK, donc ça va être des approches finalement un peu, différentes et au cas par Ah, c'est cas, complètement individualisé, effectivement, en fonction OK. de Tu de ce qui ressort de ces observations. Oui, c'est individualisé. as des exemples peut-être, que tu pourrais nous raconter sur des approches que tu as enfin, des personnes que tu as rencontrées et que tu as accompagnées d'une façon totalement différente, peut-être en fonction de leur profil ou de leurs Oui, bah, problématiques? on va avoir des personnes pour qui, cette observation et ces notations, hein, ce carnet en fait, qui est rempli pendant une quinzaine, de jours, 3 semaines, il va révéler en fait, une hygiène de vie, un rythme de vie. Mmh. Donc, déj chez certaines personnes, on va déjà essayer je vais leur proposer en fait d'expérimenter systématiquement. C'est-à-dire que j'ai pas la Mmh. solution, clairement pas, mais ils vont expérimenter. Donc du coup, dans l'idée, ça va être chez certains de restructurer peut-être un peu leur journée. Quand le constat qui est fait par la personne et Mmh. par moi, c'est que c'est complètement déstructuré. Ça peut être ça. Chez d'autres, ça va être de, heu Donc déstructurer, si déstructurés tu en termes dé de rythme, des gens OK, de qui ont rythme. pas de rythme, qui sont pas du tout j'allais dire, cadrés en termes d'horaire. Ça peut être aussi chez des gens qui travaillent de nuit, donc ça c'est Mmh. encore une autre problématique. Et puis chez d'autres, on va s'apercevoir qu'il y a, de la restriction, au niveau des prises alimentaires ou et parce qu'il y a l'idée de contrôler le poids et Mmh. puis finalement, bah, le corps, va compenser derrière, enfin le corps va réclamer quelque chose qu'il a pas eu, au moment où il aurait dû l'avoir et du coup, il va y avoir, des prises alimentaires excessives qui sont, souvent, abordées par les patients en me disant: «J'ai des grignotages, j'ai des craquages». Voilà, Mmh. c'est juste, la réalité du corps qui s'exprime et qui dit: «Bah, voilà, j'ai pas eu ce qu'il fallait donc maintenant, donne-moi quelque chose à manger». Voilà, Ouais, donc c'est ce genre d'exemple, d'accord, et dans ton accompagnement justement, s'il y a des décalages aussi de rythme, de prise de conscience par rapport à tout ça chez tes patients, tu vas aussi adapter, tes recommandations, ton accompagnement, Ah oui, complètement. Mmh. C'est-à-dire que je fais pas 2 accompagnements, pareils. Il peut y avoir Mmh. des outils éventuellement qui sont utilisés, qui sont les mêmes à la base, mais dans tous les cas, la finalité, c'est toujours, par rapport à la problématique du patient et à ce que je vais cerner Mmh. à chaque rendez-vous. Parce que même il y a une problématique globale au départ, ben, le quotidien fait qu'il faut s'adapter en permanence à chaque rendez-vous, à l'état du patient. Il n'est pas donner un exemple concret, il y a des fois des patients qui arrivent Mmh. avec, je sais pas, une émotion très forte parce qu'ils ont eu un souci à la maison, au travail, ben, il va falloir d'abord, Ouais, réussir à apaiser ça avant de pouvoir, dénouer et puis, voilà, exactement. avancer, Mmh mh. et tu parlais d'outils justement, si tu peux nous en citer quelques-uns? Alors des outils, que j'utilise, c'est des outils, qui vont être, très inspirés de l'approche comportementale, qui sont issus des approches, de thérapie cognitivo-comportementale ou bien, aussi, inspirées, de certains exercices qui sont donnés par le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui est le GROS. Voilà. OK.
Donc, par exemple, si tu peux nous donner des petits Bah, le exemples carnet de sensations concrets. alimentaires, c'est quelque chose, effectivement qui est, qui est inspiré directement de ces mouvements-là. Sinon après, des tests où on va faire, évaluer au patient, sa faim, son envie, son plaisir, voilà, pour travailler sur ces notions-là, pour permettre la reconnexion aux sensations alimentaires et bien différencier parfois les frises alimentaires, en fonction de ce à quoi elles répondent, en fait. Mmh. OK. Voilà. Et par rapport justement à ton parcours dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux, nous définir un petit peu la différence ou en tout cas les complémentarités entre, justement, psychonutrition et approche comportementaliste de la diététique? Ou peut-être qu'il y a des Ouais. ponts assez, Ah bah, oui, on va assez dire que faciles à faire, mais c'est une autre, j'allais dire, c'est presque une autre définition mmh, enfin, une approche psycho-nutrition mmh, ou comportementale, ça se recoupe, complètement. C'est-à-dire que de la diététique, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que la personne qui vient nous voir, heu, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais n'est qu'une assiette, en fait. mmh, C'est-à-dire que ce qu'il mange, est qu'une part de l'acte alimentaire. L'acte alimentaire, il va être, il y a certes le contenu de l'assiette, la quantité, mmh, la qualité nutritionnelle, donc il y a plein d'éléments dans l'assiette, mais il y a aussi tout ce qui aura influencé, en parallèle, cette prise alimentaire. Ça va être l'éducation, ça va être des idées reçues, ça va être, le lieu géographique, l'histoire, les émotions, enfin tout ça, mmh. donc la maladie, Ouais, hein, donc aussi. s'il y a une maladie, chronique, évidemment, quelqu'un qui est atteint de diabète, bah, il va avoir, des idées en tête par rapport au diabète, ou par rapport aux maladies cardiovasculaires, de la tension, par exemple. Voilà, ça Mmh, va forcément modifier le contenu de son assiette et même le mettre, lui, dans une prédisposition face à l'assiette qui est pas forcément la plus naturelle parce qu'il est obligé de contrôler. mmh, Voilà. OK. Est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de l'éducation thérapeutique du patient? Parce que tu as suivi une formation aussi Ouais, effectivement. dans ce sens-là et voir Ouais. un petit peu comment ça s'articule dans ta pratique et Ouais. Alors, l'éducation thérapeutique du patient, elle s'illustre surtout dans ma pratique en clinique puisque, c'est, aujourd'hui en tout cas, c'est principalement en clinique que je mène des ateliers. Après dans la démarche, libérale, heu, j'allais dire c'est pas aussi clairement, comment dire? Pratiqué qu'en atelier, mais quelque part c'est le fil conducteur, mmh, c'est le fil rouge ça doit aussi influencer, complètement en fait. ta façon de On part faire? du patient, quoi qu'il en soit, on regarde, quels sont, les points d'appui, quels sont les points plus critiques chez lui Mmh, et donc on travaille comme ça, enfin je travaille comme ça, aussi, mais ça reste vraiment un fil conducteur et c'est peut-être moins structuré que dans un atelier où on a, mmh, des objectifs, forcément très précis, au départ, et on amène le groupe, vers quelque chose, voilà. ouais, Donc OK. c'est plus en individuel, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus du feeling et quelque part un peu du bon Mmh, sens. oui, Voilà. en effet. Et par rapport à, l'environnement dans lequel tu exerces, du coup, bah, il y a en libéral et puis Mmh. en cabinet, mais quelles sont un petit peu, tes relations avec d'autres professionnels ou d'autres collaborations que tu enfin, en tout cas, est-ce que tu travailles de cette façon-là, en Oui. collaboration aussi? Oui, alors en clinique, oui, puisque c'est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a pas le j'allais dire, il y a pas le choix, mais ça me va Mmh, bien qu'il y ait pas le choix parce que c'est ce que j'aime aussi. Donc en clinique pluridisciplinaire, on travaille avec, psychiatre, voilà, clinique psychiatrique, donc avec, psychiatre, infirmière et puis après toutes sortes d'intervenants comme des art thérapeutes, des psychologues, voilà et en libéral, alors c'est un peu moins évident, d'autant plus que je suis en visio maintenant, mais en fait, c'est le réseau que j'ai développé mmh. qui me permet de travailler en collaboration, donc avec des hôpitaux, par exemple, heu, ou Avec bien certains services, avec certains services de nutrition, oui, effectivement, mmh, des hôpitaux, avec des réseaux de santé aussi, par exemple, comme le diabète 92, le réseau diabète 92 ou alors avec des psychologues de ville que je connais également, voilà et c'est ou des médecins généralistes, puisqu'avant j'exerçais dans un centre pluridisciplinaire, donc les médecins généralistes continuent de m'envoyer du monde, comme ça. d'accord. Et donc du coup, dans ce cadre-là, c'est ta prat enfin, ton accompagnement en diététique va aussi, être complémentaire avec un accompagnement Oui, 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 en oui, oui, tout à fait. physique ou Oui, tout à fait. psychologique Ouais, davantage? exactement
Et puis, parfois aussi, on a des patients, ce que j'ai tout à l'heure, qu'on disait c'est difficile de pousser la porte du diététicien, mais Mmh. parfois la porte du diététicien est moins difficile à pousser que celle du psychologue. Ouais. Et après 1 ou 2 rendez-vous, ben, je me rends bien compte que, moi, enfin, toute seule, je ne vais pas pouvoir, plus aider le patient que ça et qu'il a aussi besoin d'un soutien, psychologique et donc je vais l'orienter, vers un psychologue ou éventuellement vers un psychiatre s'il y a une problématique un peu plus large. OK. Voilà. Est-ce que tu pourrais, nous peut-être en 3 points, nous dire un petit peu, bah, justement les principaux conseils en fait que tu donnes aux personnes que tu accompagnes, au quotidien? Oui. C'est difficile parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport au fait que c'est complètement Mmh. individualisé en Ouais. définitive, donc il y a peut-être des choses qui vont se recouper, En tout cas, si tu pouvais t'adresser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être, qui rencontrent certaines problématiques et qui hésitent peut-être à sauter le pas ou ouais. Ah bah, déjà, d'être accompagné, ça me paraît complètement indispensable parce que souvent, on me dit: «Je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas tout seul». mmh, Voilà, donc ça veut bien dire que ouais, tout à les fait. gens ont besoin d'aide, donc c'est effectivement de pousser la porte, du spécialiste quel qu'il soit, j'allais dire, hein, donc ça, c'est la 1re des choses. Être accompagné, c'est en effet, un peu plus facile, hein, voilà. La 2e chose, ça serait peut-être d'essayer d'écouter un peu plus ce que nous dit, notre corps. Mmh. Voilà, on a un peu trop tendance à faire fonctionner notre tête. Et puis le 3e chose, c'est d'être patient et d'être indulgent avec son corps. Parce que c'est pas une machine, même si c'est une formidable machine, c'est pas une machine et ça ne marche pas aussi vite que les ordinateurs, quand on appuie sur le bouton, entrée. Voilà. Et c'est bien de nous le rappeler, Mmh. aussi parfois. Ouais. Et justement, peut-être que ça va nous aider à faire le lien avec, la dernière partie. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, justement les bénéfices en fait finalement que ton accompagnement peut avoir sur la vie, sur le quotidien de tes patients, des personnes Ouais. que tu suis? Ouais. Alors dans les bénéfices, ce serait mieux de le demander aux patients parce Mmh. que mais j'espère leur apporter, du mieux-être, hein, ce que je disais au départ, du mieux-être. Peut-être retrouver un peu plus, de d'autonomie aussi, ça me paraît être indispensable. Alors je vais dire autonomie, mais aussi de confiance en soi. La plupart du temps, les patients sont un peu désemparés parce qu'ils ont entendu tellement de choses. Aujourd'hui, on a un accès à une information, notamment au niveau nutritionnel, Mmh. qui est tellement large que ça devient, compliqué, de voir le vrai du faux, voilà donc heu, du coup, c'est ça, c'est leur permettre de retrouver une autonomie, de la confiance en eux et puis, peut-être, heu, bah, en fait, ouais, d'être à l'aise avec eux-mêmes, quoi. Ouais, OK. Ouais. Et par rapport à un accompagnement, je sais qu'ils sont tous différents, mais est-ce que du coup, ils vont s'inscrire plus ou moins dans le temps? Et dans ce cas, tu vas aussi, observer peut-être, des, des avantages, enfin, cliniques ou de qualité de vie, qui vont différer en fonction de En fonction de la durée de la prise en ouais, charge, peut-être. alors, pas forcément parce que, il va y avoir des gens pour qui, heu ça peut aller très vite en fait. Il y a des déclics, comme si le terreau était Mmh, déjà, prêt, tout était prêt à ce que la plante pousse. Il manquait juste, mmh, peut-être, un nutriment, voilà, et peut-être que c'est ce que je réussis à apporter. Heu, voilà, où je suis un catalyseur. mmh, Je vois plutôt ça comme ça et ça peut aller très vite chez certaines personnes et puis chez d'autres, ça va être plutôt sur le long terme. Ils ont besoin d'un soutien, dans le temps aussi avec j'allais dire des marches ratées, mmh. voilà, mais globalement, ça va jamais très vite. Ce que je disais tout à l'heure, je parlais de patience, être patient. Ouais. C'est un peu ça quoi, hein, c'est, la stratégie des petits pas. Personne n'a jamais fait le grand écart, en un jour, donc voilà, ou n'a ni appris à marcher en un jour, donc on fait des petits pas, on se casse la figure, on se relève, Mmh, et puis on recommence sans se décourager. On se décourage parfois, mais c'est aussi pour ça que s'adresser à un mmh. professionnel, c'est bien parce que ça Et qu'on n'est permet pas d'être tout soutenu. seul, Exactement, OK. voilà. T'as des souvenirs, peut-être un peu marquants, de personnes avec qui, tu as avancé,
Enfin, que tu as accompagné en tout cas? Oui, j'ai un souvenir marquant que je cite souvent, alors c'est pas en libéral, c'est à la clinique, mais dans un cycle d'atelier qui durait 12 semaines, une patiente qui venait toutes les semaines à l'atelier, qui toutes les semaines, alors elle prenait des notes, était très attentive, elle écoutait, puis régulièrement, je voyais sur son visage qu'il y avait, un questionnement, de l'incompréhension, voilà, et je me remettais pas mal en question parce que je me Mmh. disais: «Je vois bien qu'elle a du mal à», comme si elle suivait pas quoi, qu'il y avait pas grand chose qui se passait. Et puis, le cycle d'atelier se finit, donc elle part, sur autre chose et je la recroise, 3 mois après, dans un couloir. Elle arrive au fond du couloir, je la vois arriver et puis elle me dit: «Ah Ève, je voulais vous voir». Bon, vu sa tête, vu l'évolution de son profil, je me doutais de ce qu'elle allait me dire Mmh. et en fait, effectivement, cette dame avait perdu un peu de poids parce que c'est sa problématique, hein. C'est une dame, en clinique, qui a une forte dépression et elle me dit: «Vous savez, j'ai eu le déclic. Pourtant, je comprenais rien quand on était en Mmh. atelier ensemble. J'avais l'impression que ce que vous me racontiez, c'était je comprenais pas et là, bah, en fait, petit à petit, ça s'est fait. Donc comme quoi, la plante, elle pousse bien quand elle a décidé de pousser, quoi. Ouais, Voilà, c'est clair. Ouais, c'est une belle histoire. ouais. OK. Et du coup, est-ce que ça veut dire aussi que dans ton approche, tu vas pas forcément, définir une fin, en fait, finalement? Enfin, c'est aussi, ça rejoint, le fait que les personnes que tu accompagnes sont aussi actrices de leur changement. Oui. C'est elles, finalement, qui vont décider, Ah oui, souvent quand je dis l'accompagnement se termine et ouais, ouais, oui, complètement. Moi, je dis souvent que je fais rien, que je mmh, suis juste une grosse lampe torche sur un chemin qui est un peu sombre, sinueux et plein d'obstacles, mmh, c'est tout. Donc je les aide à y voir un peu clair, mais après c'est toujours eux qui choisissent là où ils vont mettre le pied, s'ils décident de contourner, de sauter, mmh, d'enlever l'obstacle, voilà. Donc la fin, je sais absolument pas, quand est-ce que quand est-ce qu'elle va intervenir. Dans tous les cas, la fin, c'est quand le patient pense que son objectif à lui est atteint. Moi, mon objectif, c'est juste, mmh, d'aider les personnes et de leur permettre de mieux vivre, en fait. ouais, totalement. Voilà. Et est-ce que pour terminer, tu pourrais peut-être nous partager une anecdote, si tu en as une, avec une personne où toi-même, en tant que professionnel, tu te sentais un petit peu bloqué aussi, dans ton accompagnement et comment tu as pu, essayer de, bah, peut-être toi aussi sortir de ta zone d'accompagnement, confort, si on peut dire ça comme Ouais, ça, et ouais. s'il y a quelque Heu, chose qui te vient alors, en tête? j'ai pas un exemple, précis, à proprement parler. En revanche, quelque chose qui m'arrive, de constater régulièrement, je ne vais pas dire souvent, mais régulièrement, c'est qu'il m'arrive parfois, de voir par exemple qu'un patient a repris rendez-vous avec moi et de me dire: «Oh là là, j'ai l'impression que je n'y arrive pas, j'ai l'impression que Mmh, je n'avance pas». Donc et de me dire: «J'ai pas forcément envie de le faire ce rendez-vous». mmh, Voilà et à chaque fois, en fait, il se passe quelque chose, hein, et ça se réenclenche, correctement. Voilà et ça, c'est je ne sais pas l'expliquer, oui, c'est tu saurais pas dire probablement ce que c'est, mais bah, en tout cas, probablement que je dois me challenger mmh, intérieurement pour, voilà, face à ce blocage et c'est peut-être le fait de réaliser que je fais quelque chose qui va pas, mmh, qui fait que mais ça va mieux ou je m'y prends différemment avec le patient, j'en sais rien, voilà. OK. Ouais, c'est la confiance aussi en ce que tu fais et Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ça me permet de me remettre en cause à chaque fois, quand je bloque comme ça me permet de me remettre en cause, en fait. OK. Voilà, Bon, bah, merci beaucoup, avec Ève, d'avoir plaisir. partagé tout ça avec nous, c'était très intéressant et puis, à bientôt. À bientôt, merci Manon.